Bienvenue sur Ici Beyrouth dans un nouvel épisode de Blessures de guerre. Au Liban, la guerre continue. La mémoire n'a pas été pacifiée. Les élections viennent entre autres nous le rappeler. Certains discours politiques sont mobilisateurs de l'émotivité haineuse et victimaire. La guerre, dont on n'a jamais parlé, se perpétue dans un contexte où une partie détient toujours les armes. Résultat, les violences itinérantes à caractère communautaire, qui font espérer à certains qu'une guerre éclate réellement, enfin, pour que la situation commence à s'améliorer. Comment mettre le doigt sur ce sentiment frustrant de l'insurmontable violence? Sans vérité sur le passé, ni justice, la violence peut-elle s'éteindre? Comment la combattre quand les outils de la réconciliation nous manquent? Avec nous pour nous en parler, le docteur Eli El-Hindi, directeur de la Fondation Adiane, fondation impliquée dans le dialogue interreligieux, la gestion de la diversité et du pluralisme. Docteur Hindi, vous êtes professeur en sciences politiques et en relations internationales. Dites-nous, quelle est l'origine de la violence? L'origine déjà de toute violence, je pense que c'est un sentiment humain d'insécurité qui nous pousse à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et dans des situations comme le Liban, comme tous les résidus de la guerre qu'on a vécu et tout cela, on continue à se sentir en insécurité. Alors on continue à chercher d'autres façons de trouver cette sécurité, même parfois en imposant notre sécurité sur l'autre, en cherchant des autres sources comme la confession, comme le parti politique, comme l'arme, comme la violence, pour se sentir à l'aise, se sentir déjà avec le pouvoir de continuer dans toute cette incertitude qu'on vit au jour le jour. Mais qu'est-ce qu'on cherche à fuir quand on se cache derrière sa communauté? On cherche à fuir cette insécurité, c'est exactement cela. On cherche à être, on fuit d'être victime. Donc c'est à nous le choix. On se sent qu'on est devant le choix. Soit on est la victime, soit on est l'agresseur en ce sens. Et on préfère d'être l'agresseur parce que ça nous donne le sens du pouvoir et le sens de la capacité. Agresseur parce qu'il y a un ennemi qu'il faut combattre, un ennemi Exact. généralement identifié, clairement. Il le faut pour mobiliser les foules. Exact. Mais il y a aussi un discours victimaire qui imprime le discours politique, c'est-à-dire on est toujours attaqué, on est toujours menacé. Exactement. Comment expliquer cette dualité? C'est pas tout à fait une dualité puisque ça s'arrange en tant que soutenir l'un et l'autre. C'est à travers la présentation que nous sommes des victimes qu'on essaye de mettre donc le blâme sur quelqu'un d'autre. Et c'est cet autre qu'on relève, donc on enlève l'essence d'humanité de cet autre. On le met comme cause de toute faute qu'on a dans notre vie et peu à peu on se permet de l'agresser et peu à peu on se permet à utiliser la violence pour se protéger mais aussi pour prendre donc la revanche de cet autre qui nous a causé tous ces mal. Et c'est pas tout à fait des faits, c'est des histoires, c'est des discours qu'on bâtit jour après jour pour donner raison à ce qu'on fait. Vous en parlez au niveau individuel, vous parlez de la violence au niveau individuel. Comment cela se traduit-il au niveau politique? C'est la même chose déjà, c'est les gens politiques, les leaders politiques qui utilisent cette insécurité chez les gens pour donner une image tout à fait complète qui convient à ce qu'ils comprennent dans cette société. Et donc ils poussent ces gens ils utilisent ces gens même comme agents de leur projet politique et les poussent à faire la violence eux-mêmes. Ce n'est pas les leaders qui font la violence, mais c'est les gens normaux qui tout à fait se sentent donc poussés vers cette violence et qui se permettent de faire cette violence à travers le service, au service de cette cause générale qu'on les a présentée. Donc ce n'est pas une tendance à la violence qui s'est imposée par la politique? C'est les deux, c'est la tendance, l'habitude
s'habituer à la violence, s'habituer aux images qui sont dures, s'habituer à la mort, s'habituer à toutes ces choses qui ne sont pas normales, si je peux le dire. Donc, on n'est plus habitué à voir quelqu'un se tuer dans la rue. On n'est plus habitué à trouver deux personnes qui se battent dans la rue, quelque chose comme ça. Et avec ce contexte politique, donc, on donne raison à cette violence qu'on peut faire potentiellement. Et donc, ce n'est plus une chose qui est personnelle, mais c'est une chose au service de la grande cause qu'on nous a présentée. Donc, on banalise la violence. Exactement. En même temps, on n'en parle pas. La guerre s'est achevée, on n'a pas parlé des violences, on en a fait un sujet tabou, on a donné l'ordre d'oublier. Cela est-il à l'origine de la violence ? Certainement, ça fait part, puisqu'on n'a pas adressé les causes de la violence qui s'est passée durant la guerre. On n'a pas adressé les causes de la guerre. On vit déjà dans une violence continue. Et donc, les gens si tu demandes à une certaine personne d'être non violent, c'est un grand challenge, puisque toutes les choses autour de lui, c'est violent. Ça utilise la violence, même dans la rue, quand on conduit une voiture, même dans la politique, même avec les armes que tu as mentionnées dans ton introduction, qui continuent à être au Liban utilisées parfois ou dans certaines occasions. Donc, on n'a pas vraiment terminé la guerre, on n'a pas adressé les raisons de la guerre, alors on continue de vivre la guerre, mais d'autres façons. Alors justement, je vous ramène vers un événement il y a quelques mois, les incidents qui ont eu lieu à Tayouneh, à l'est de Beyrouth, entre des membres du mouvement Amal et du Hezbollah et d'autres positionnés dans des quartiers chrétiens. Là où jadis il y avait une ligne de démarcation, cela a ramené aux esprits le souvenir douloureux de la guerre civile qu'on n'a pas traité. Est-ce qu'une comparaison tient ? Est-ce que le rapprochement entre cet événement et la guerre civile tient ? Certainement, puisque tout d'abord, il faut dire que n'importe quelle faute, quelle malcalculation, ça veut déranger toute la paix qu'on vit, la paix entre parenthèses qu'on vit, et ça peut vraiment partir vers une guerre civile. D'autre part, il faut comprendre un peu les gens qui, quand ils sentent la menace, ils ont besoin de cette protection. Et si ce n'est pas l'État, si ce n'est pas la loi, si ce n'est pas les forces de sécurité officielles qui leur donnent cette protection, ils vont la chercher eux-mêmes à travers des autres méthodes, à travers un soutien confessionnel ou bien un soutien communautaire de cette façon, pour trouver n'importe quoi pour se défendre. Alors la première étape pour demander aux gens d'être non violents, il faut donner cette protection par l'État, par les institutions officielles, pour donner ce sens de sécurité. Et ensuite, on peut travailler sur la mentalité, sur l'éducation des gens et tout cela. Mais on a besoin de la base, et la base, malheureusement, n'existe pas au Liban. La base qui est donc institutionnelle, Exactement. On parle de l'État. Alors si on peut parler du parti qui détient les armes, qui s'est sans doute greffé sur un malaise existant, une violence existante au Liban. Mais en même temps, sa présence, dans quelle mesure elle entrave le dépassement de la violence ? Il faut comprendre un peu, juste pour être honnête et pour être comprenant de tous les backgrounds de ce qui s'est passé, c'est des gens qui se sont sentis menacés. Et donc il y a quelqu'un qui est venu, qui a utilisé cette peur pour armer les gens, pour les former, pour les encadrer dans ce mouvement politique, dans cette milice, qui est maintenant le Hezbollah ou bien même d'autres. Et la différence ici avec cette question, c'est que l'existence de cette base institutionnelle qu'on a parlé, de ces forces d'armée officielles ou bien des sécurités internes ou tout cela, c'est en contradiction directe avec la présence des armes au-delà de ces institutions. Alors, on peut dire très clairement qu'ils donnent donc l'excuse de ne pas rendre les armes puisqu'ils n'ont pas la protection, mais en même temps, s'ils ne donnent pas les armes, ils n'auront pas la protection. Donc, c'est un peu le cliché qu'il utilise. Donc, autant qu'on n'a pas un État qui est fort, qui peut nous protéger, on ne pourra pas
se laisser de nos armes et donner les armes. Donc, c'est là où on est un peu coincé entre les deux. Il faut quand même donner à ces gens-là la protection de l'État qu'ils ont besoin, de la même façon qu'on donne la protection à tous les gens du Liban de façon normale. Donc les rassurer. Les rassurer, exactement. Mais sans justice, comment rassurer les gens? Comme j'ai dit, c'est la formation, la construction d'un État, c'est totalement contradictionnel de la présence des milices tout à côté. Donc, la première étape, ça doit être bâtir un propre État, des propres institutions, construire ces institutions et donner cette assurance à tous les Libanais que c'est l'État qui vous protège, c'est l'armée libanaise qui vous protège et ce n'est pas les milices. Mais on sait tous que ce n'est pas demain la veille, que les choses sont assez loin au niveau de la construction de l'État. Et qu'est-ce que vous proposez? On propose d'abord les élections, faire le bon choix dans les élections prochaines et dans toute élection. Choisir des gens qui sont vraiment convaincus de la raison d'être du Liban d'abord, mais aussi du besoin d'avoir des institutions politiques, constitutionnelles et sécuritaires bien formées, bien établies, qui servent tous les Libanais de toute façon, y inclut la sécurité générale. Donc, on n'a pas de choix. La première chose qu'il faut faire, c'est d'essayer d'établir cet État, de le construire petit à petit, dans chaque élection, dans chaque décision qu'on fait de jour le jour, dans chaque choix de politiciens ou bien dans chaque formation du gouvernement, etc. Mais lorsque, à l'heure actuelle, au niveau des discours électoraux, on entend par exemple des discours qui célèbrent le 7 mai 2008, des discours qui vont renier des réconciliations qui ont eu lieu, comme la réconciliation de la montagne. Comme on a l'impression qu'on tombe dans un cercle vicieux. C'est vrai, mais de l'autre part, on a tous les jeunes du Liban qui se sont rencontrés dans la rue, à travers les mouvements de 2019 et puis après, qui se sont sentis déjà que cet autre, qu'on m'a fait peur de cet autre, il est tout à fait comme moi. On a les mêmes besoins, on a les mêmes intérêts, on a la même souffrance. Donc, on peut bâtir quelque chose commun, même si on est différent. Donc, je ne sais pas si on peut mettre un pourcentage, mais peut-être on peut dire qu'on a 80% de commun et on a 20% qui est différent. Donc, il faut faire une bonne gestion du 20% et bâtir sur tout le commun qu'on a entre Libanais pour avancer un peu dans cette élan. Et je pense que c'est ça la vraie victoire de la révolution, si on peut le dire, de 2019 au Liban. C'est que les gens ont compris que ce qui me fait peur vraiment, c'est pas la différence de l'autre, mais c'est parfois le contexte politique qui le rend violent, ou bien c'est les interventions internationales ou extérieures qui le rend violent. Et la meilleure façon de fuir cela, donc fuir cette confrontation, c'est de connaître l'autre, c'est de connaître le commun avec l'autre et bâtir sur ce commun pour avancer dans la société. Et comment on ressent le legs de la révolution aujourd'hui? On a l'impression qu'il est loin. Tous les gens qui nous ont mis dans ce contexte, dans cette situation, ils n'ont pas beaucoup de choix, ils n'ont pas beaucoup de façon de faire le manœuvre. Et ils sont déjà au coin, le pays c'est déjà en détresse. Et la seule façon d'avancer, c'est de faire un changement qui est sérieux et qui est vraiment de fond. Et ce changement, ça peut s'aider avec les élections, mais ce n'est pas la seule étape. C'est un changement qui doit venir. Et d'abord un changement de mentalité, comme on vient de le dire, mais aussi un changement de politique publique et tout cela. Un exemple concret sur ce que vous avez pu faire pour bâtir sur la révolution. Je ne vais pas te donner un exemple pour la révolution, mais qui a résulté en partie dans la révolution, mais aussi avant et après. Donc les jeunes avec qui on travaille dans les écoles, sur une formation de citoyenneté, sur une formation de connaître l'autre et s'engager avec l'autre dans des projets communautaires, sociaux et tout cela. C'est ces jeunes et ces alumni de nos projets qu'on a trouvés dans la rue
en tant que leader de certains mouvements, en tant que des gens qui sont dans les lignes avancées donc, et qui font un travail qui est vraiment on a été très heureux de voir tous ces jeunes jouer ce rôle dans la société. Et ensuite, après, c'est parmi eux des gens qui ont formé de nouveaux groupes politiques, des personnes qui ont fondé des associations civiles et tout cela. Donc c'est un travail pour nous qui est continu. On met les jeunes dans un contexte, on leur donne la formation théorique, oui, mais on les met aussi en contact avec l'autre pour changer l'attitude, pour changer le comportement, pour regarder la politique d'une façon différente. Et c'est ça le changement qu'on a vu se manifester dans les révolutions, dans les mouvements de 2019, mais aussi après aujourd'hui. Ce sont des gens qui vraiment travaillent sur le changement social dans leur petite communauté. Enil Hendi, merci pour cette note Merci. positive. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux.